Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez lentement et laissez le silence envahir l'espace autour de vous. Imaginez les étoiles au-dessus de vous, s'étendant bien au-delà de votre champ de vision, au-delà des cartes et des noms. C'est une galaxie en proie à la guerre et au feu, mais aussi au calme, au mystère et aux ombres. Et dans ces lieux tranquilles, des noms oubliés dérivent à travers le temps, comme des échos. Dans les vastes mondes de Warhammer 40K, certains Astartes brillent comme des soleils ardents. Des noms comme Robout, Sanguinius et Abaddon. Leurs histoires sont racontées encore et encore, gravées dans la pierre, criées sur les champs de bataille. Mais tous les héros ne sont pas connus. Certains ont traversé les mêmes tempêtes et affronté les mêmes horreurs, mais leurs récits se sont effacés comme la poussière sur un vieux parchemin. Ce soir, nous marcherons avec eux. 3 Space Marines légendaires, des guerriers dont les noms sont rarement prononcés. Leurs histoires n'ont pas pour but d'éblouir ou d'étonner. Elles nous rappellent plutôt la loyauté, le courage discret et le prix du silence. Laissez cette histoire vous bercer, comme un rêve raconté dans l'obscurité. Nous ne commençons pas par la grandeur, mais par une force tranquille. Remontons le temps, jusqu'à l'époque qui a précédé la chute, et écoutons la voix de celui qui est resté loyal, alors que tout s'effondrait autour de lui. Pour comprendre ces histoires cachées, il est utile d'imaginer l'Imperium non pas comme un livre clair, mais comme un mur imposant, fait de papier et de fumée. Tant de voix s'élèvent à travers le temps, mais seules quelques-unes sont entendues. Imaginez la galaxie comme une mer sombre, où seules les plus grosses vagues émergent à la surface. Mais dans les profondeurs, des courants plus petits agitent tout autant les eaux. Ce sont ces légendes que nous allons explorer. Leurs noms sont inscrits dans d'anciens registres de bataille, des souvenirs à moitié perdus et des images fanées. Ils n'étaient pas destinés à être célébrés dans des défilés ou immortalisés dans des statues. Pourtant, ils ont façonné le cours des événements à leur manière, dans l'ombre. Parfois, ceux qui comptent le plus ne sont pas ceux qui crient au premier rang, mais ceux qui tiennent tranquillement la ligne à l'arrière. Dans cette histoire, nous suivons 3 Space Marines. Aucun d'entre eux n'était un primarque. Aucun n'a mené de croisade ni réécrit l'histoire par le feu. Mais chacun d'eux possédait quelque chose qui faisait de lui une légende à sa manière. Ils sont restés loyaux quand les autres sont tombés. Ils se sont battus avec honneur même quand ils étaient oubliés. Ils se sont tenus là où peu osaient s'aventurer. Cette histoire a également un rythme doux. Vous n'aurez pas besoin de vous souvenir de tous les noms ou de toutes les planètes. Laissez-vous simplement porter par vos émotions. Chaque chapitre vous guidera, comme le tournage délicat d'une page d'un livre que l'on lit lentement avant de s'endormir. En écoutant, vous oublierez peut-être où finit un nom et où commence un autre. Ce n'est pas grave. L'histoire continue. Alors laissez votre esprit vagabonder, reposez votre corps et sachez que dans ce conte, ce sont les voix discrètes que nous entendrons le mieux. Leurs pas ne résonnent pas comme le tonnerre, mais comme le murmure du sens porté à travers le temps. Notre histoire commence avec un homme nommé Garviel Loken. Il était une fois une légion connue sous le nom des loups de Luna. Ils étaient fiers, féroces, et suivaient un primarque nommé Horus. Au début de la Grande Croisade, ils comptaient parmi les meilleurs. Leurs armures brillaient sous des soleils étrangers, leurs bannières flottaient au-dessus des forteresses détruites. Parmi eux se trouvait un capitaine nommé Garviel Loken. Loken n'était ni le plus bruyant, ni le plus redouté. Il ne recherchait ni le pouvoir, ni le commandement. Pourtant, ceux qui le connaissaient parlaient de son sens du devoir, de son équité et de sa capacité à rester immobile, alors que les autres se déplaçaient comme des ombres. Il était le capitaine de la 10e compagnie.
Ses frères le suivaient, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'il l'avait mérité. Au début, Loken croyait en tout. Il faisait confiance à Horus. Il croyait que la grande croisade apporterait la paix. Il croyait que la vérité était quelque chose que l'on pouvait voir clairement, comme les étoiles à travers le hublot d'un vaisseau. Mais au fil des ans, les étoiles commencèrent à s'estomper. Des mots étranges circulaient entre les guerriers. Des secrets étaient gardés dans des coins sombres. Horus changea, et Loken le remarqua. À un moment donné, on a demandé à Loken de cesser de poser des questions. Au début, cela semblait insignifiant. Un rapport de bataille qui ne collait pas, une réunion à huis clos, un changement de ton dans la voix de ses frères. Mais Garviel ne pouvait détourner le regard. Il a continué à poser des questions. Il a cherché. Et plus il cherchait, moins ce qu'il découvrait lui plaisait. Il était là, sur Davin, quand Horus est tombé. Il a vu d'étranges cultes se développer parmi les hommes. Il a combattu des créatures qui n'auraient pas dû exister. Et quand Horus est revenu, quelque chose en lui avait changé. Pas seulement ses mots ou ses ordres, mais quelque chose de plus profond. Loken le sentait comme un souffle froid dans sa nuque. Et quand il a exprimé ses doutes, les autres se sont détournés de lui. Mais Loken ne s'enfuit pas. Lorsque les fils d'Horus se retournèrent contre l'empereur, il resta. Sur le champ de bataille d'Istvan III, lorsque les frères s'affrontèrent, Loken resta debout. Il fut renversé par ceux en qui il avait confiance, laissé pour mort dans les cendres de la trahison. Mais la mort ne l'emporta pas. Il survécut. Arraché des ruines, marqué et changé, il rejoignit les chevaliers errants. Il s'agissait d'Astartes, qui avaient tourné le dos à leur légion. Ils se rassemblaient en secret, liés non par des bannières, mais par un objectif commun. Loken ne les dirigeait pas. Il ne cherchait pas à commander. Il suivait, comme il l'avait toujours fait, la voie qu'il croyait juste. Et sur ce chemin tranquille, il est devenu quelque chose de plus. Peu de gens parlent de Garviel Loken. Son nom n'est pas gravé sur les hauts murs du palais impérial. Son visage n'apparaît pas sur les tapisseries ou dans les sermons. Mais pour ceux qui le connaissent, il est un symbole. Un guerrier qui n'a pas suivi la foule. Un Space Marine qui a choisi la vérité, même quand cela lui faisait mal, même quand cela l'a brisé. Il y a quelque chose de doux et de fort dans cela. Face à la trahison, il ne s'est pas laissé envahir par l'amertume. Dans les ruines de la confiance, il est resté debout. Il a porté sa douleur comme une lame, non pas pour frapper, mais pour se protéger de l'obscurité. En vous plongeant dans le silence de l'histoire, vous le verrez peut-être, marchant seul parmi les étoiles froides, observant, réfléchissant, et s'accrochant toujours à ce fil conducteur, la conviction que la loyauté vaut plus que les mots. Elle signifie rester ferme, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Garviel Loken n'était pas destiné à être un héros dans les histoires, mais c'est peut-être pour cela que son histoire est importante. Sa voix n'a jamais été la plus forte, mais elle résonne encore. À travers la poussière, à travers le silence, à travers les longs couloirs de la mémoire. Même aujourd'hui, le nom Ultramarines évoque souvent la perfection. Des rangées de guerriers en armure bleue, debout, imperturbables. Des chefs qui suivent des codes stricts. Leurs mondes sont propres, leurs villes fortes et leurs coutumes soigneusement consignées. Dans une galaxie en proie au chaos et à la folie, les ultramarines se dressent comme un rempart. Mais même dans un tel ordre, certaines histoires restent inédites. Certains noms sont laissés dans l'ombre. Ardias est l'un de ces noms. Il n'était pas un maître de chapitres célèbres. Il n'a pas mené de grandes croisades ni combattu dans les salles de Terra. Mais le capitaine Ardias était le genre de chef dont la valeur grandissait dans le silence. Il travaillait sans relâche à l'élaboration de plans et à la prise de décision, sans jamais se mettre en avant. Lorsque la galaxie a commencé à s'effondrer, ce sont des hommes comme lui qui ont empêché les morceaux de se disperser.
Après les horreurs des invasions tyrannides, Ultramar était lui-même marqué. Des mondes entiers avaient été dévorés. D'autres planètes tremblaient encore de peur, et les réserves s'amenuisaient. À ce moment-là, il n'y avait pas de gloire à poursuivre. Il n'y avait que des systèmes brisés, des gens effrayés et des ennemis prêts à frapper à nouveau. Ardias fut envoyé dans ces lieux ravagés par la guerre. Il n'est pas venu avec des chants ou des bannières. Il est venu avec des cartes, des discours et un esprit calme. Ce qui distinguait Ardias, c'était qu'il ne se concentrait pas uniquement sur la guerre. Il comprenait que conquérir un monde ne se résumait pas à gagner des batailles. Il fallait reconstruire. Il fallait parler à ceux qui ne faisaient plus confiance à l'Imperium. Il travailla avec les dirigeants, même ceux qui avaient perdu la foi. Il fit preuve de patience, là où d'autres auraient recouru à la force. Certains pensaient que cela le rendait faible. Mais avec le temps, ils virent que ces méthodes permettaient de maintenir la cohésion de secteurs entiers. Il ne se battait pas seulement avec des bolters et des lames. Son esprit était une arme tout aussi tranchante. Dans les salles du conseil, il voyait des schémas que les autres ne voyaient pas. Il trouvait des moyens de contourner les pièges politiques. Il savait quand la force causerait du tort et quand la gentillesse pourrait regagner le cœur de populations entières. Dans l'obscurité du 41e millénaire, ce genre de réflexion est rare. Les ultramarines le respectaient, même s'ils ne le montraient pas toujours ouvertement. Ses pairs parlaient de lui avec une admiration discrète. Certains voyaient en lui un pont entre le guerrier et l'homme d'État. Il leur rappelait que toutes les guerres ne se gagnent pas sur le champ de bataille. Parfois, la guerre se joue dans l'espace entre deux décisions. Elle se joue dans la manière dont on reconstruit une ville ou dont on choisit de pardonner à un ancien ennemi. Au cours d'une mission, Ardias fut chargé de rencontrer les gouverneurs d'un monde lointain. La population était au bord de la rébellion. D'autres voulaient frapper fort, brûler les villes et leur rappeler la colère de l'empereur. Mais Ardias a choisi de parler. Il a passé des jours dans des réunions calmes. Il a écouté. Et quand il est parti, la planète avait accepté de revenir à l'ordre. Non par peur, mais parce qu'elle croyait à nouveau. Ce n'était pas le genre de victoire chantée dans les ballades, mais elle a sauvé des vies et apporté la stabilité. Ardias n'était jamais bruyant. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, mais ceux qui l'observaient de près apprenaient de lui. Ils voyaient comment il utilisait le silence pour exercer son pouvoir. Comment il attendait avant de parler, puis choisissait ses mots comme on pose des pierres sur une rivière. Il s'assurait que chaque mot faisait avancer l'histoire. Il existe un endroit à Makraj, la patrie des ultramarines, où s'élèvent de grandes statues. De grands leaders, des champions et des héros légendaires se dressent fièrement dans leur armure. Ardias n'est pas parmi eux, mais dans les salles de guerre et les salles de planification, son nom est toujours sur toutes les lèvres. Les jeunes capitaines lisent ses mots. Les commandants étudient les campagnes qu'il a menées. Ils ne crient pas son nom. Ils le prononcent comme une note basse, régulière et ferme. Dans une galaxie bruyante, Ardias travaillait dans le silence. Il avait compris que la force ne résidait pas toujours dans la puissance de feu. Parfois, la force consistait à tenir bon avec patience, à savoir quand attendre, à savoir quand reconstruire. Ce genre de pouvoir dure plus longtemps qu'une simple guerre. Alors que nous quittons son histoire, ne le voyez pas comme une ombre, mais comme une main sûre. Quelqu'un qui surveillait les pièces, non pas pour les contrôler, mais pour les protéger. Au final, il a maintenu les murs debout, alors que les autres avaient abandonné. Et ce n'est pas rien. Nous quittons maintenant les salles calmes et les salles de réunion. Notre prochaine histoire nous emmène dans un endroit plus froid. Un endroit où la neige tombe à gros flocons et où la frontière entre l'homme et la bête s'estompe. Dans cet endroit gelé, une autre silhouette attend.
Il fait partie d'un chapitre connu pour son cœur sauvage et son honneur féroce. Mais ce guerrier est différent. Mi-mythe, mi-souvenir. Son nom est Bran Redmaw. Loin des salles raffinées d'ultramar, loin des villes régies par l'ordre et la logique, il existe un monde sculpté par les tempêtes et le feu. Ce monde est Fenris, la patrie des Space Wolves. Ces terres sont escarpées, couvertes de rochers et de neige. Le ciel est souvent illuminé par la lumière des étoiles et le feu des anciens mythes. Les habitants racontent des histoires autour des feux, où la vérité et la légende s'entremêlent. Parmi les guerriers issus de ce lieu hostile, un nom résonne comme un vent glacial, Bran Redmaw. Bran n'était pas comme les autres seigneurs loups, qui s'étaient fait un nom parmi les étoiles. Il ne rêvait pas des salles du Fang, ni ne recherchait la gloire. Il était connu pour apparaître là où les combats faisaient de rage, puis disparaître sans un bruit. Certains disaient qu'il se transformait en ombre. D'autres murmuraient qu'il était devenu plus bête qu'humain. La vérité, comme toujours, se cache tranquillement entre les deux. Bran dirigeait une grande compagnie, l'une des 12 meutes du chapitre. Ses guerriers le suivaient à travers les étoiles goules et dans des endroits où peu d'autres osaient s'aventurer. Ces régions étaient peuplées de mondes morts, de lumières étranges et d'ennemis sans nom. L'Imperium avait à peine cartographié ces zones. Pourtant, Bran les traversait d'un pas assuré. Partout où il passait, les hurlements de guerre le suivaient. Ce qui rendait Bran différent, c'était le poids qu'il portait. Chez les Space Wolves, il existe une vieille peur, la peur de se transformer en quelque chose d'autre. Pas seulement en une créature sauvage ou enragée, mais en une créature maudite par les Wulfen. On dit qu'au fond d'eux-mêmes, quelque chose bouge. Une partie du guerrier est touchée par l'ancienne bête, la créature sauvage qui chassait dans les ténèbres avant que les étoiles ne soient connues. La plupart la gardent enfouie. Bran n'a pas toujours gagné ce combat. Ces hommes murmuraient que parfois, au combat, il changeait. Pas complètement, mais suffisamment. Ses yeux brillaient davantage, ses pas s'accéléraient. Sa façon de bouger, de frapper, semblait à la fois étrange et puissante. Personne ne le disait à voix haute, mais ils le savaient. Leur seigneur marchait près du précipice, et pourtant, ils le suivaient. Car Bran, même dans ses moments de rage, ne s'était jamais retourné contre eux. Il se battait pour eux. Il tenait bon quand les autres abandonnaient. Ce fut lors d'une guerre sur la lune glacée de Caer-Lanis qu'ils s'en rendirent compte. L'ennemi avait pénétré profondément dans la dernière forteresse. Bran et ses guerriers étaient coupés du reste de leurs troupes. Les murs étaient tombés. Un vent glacial soufflait à travers les portes brisées. Puis Bran se leva. Il ne dit rien. Il s'avança simplement, son épée brillant de la lumière du givre. Le combat qui suivit ne fut pas entièrement relaté, mais ceux qui y assistèrent dirent que Bran était devenu autre chose ce jour-là. Ni un homme, ni un monstre, juste une force. Après la bataille, il ne restait plus aucun ennemi. Et Bran disparut dans la tempête. Il revint plus tard, silencieux comme toujours, avec une blessure qui ne guérit jamais complètement. Ses yeux étaient encore plus silencieux qu'auparavant. Certains dirent qu'une partie de lui était restée dans la tempête, que ce qui s'était réveillé en lui ne s'était pas rendormi. Dans les couloirs du Fang, son nom est encore prononcé, mais pas avec des acclamations. Il est murmuré. Il y a du respect dans ce murmure, mais aussi de la prudence. Car si Bran n'est jamais tombé dans le chaos et n'a jamais trahi son chapitre, il s'est tenu près de quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait nommer. Cet espace entre le contrôle et la sauvagerie, entre l'honneur et la faim. Et pourtant, il est resté un protecteur. Il a bien dirigé ses hommes. Il a choisi ses combats avec soin. Il n'a jamais laissé la bête parler à sa place. Avec le temps, sa grande compagnie est également devenue plus calme.
Ses membres sont devenus comme lui, des chasseurs, des observateurs. Ils frappaient sans crier gare, puis disparaissaient dans l'obscurité. Des invasions entières étaient stoppées, non pas par de grandes attaques, mais par des coups soudains et précis qui semblaient n'avenir de nulle part. Ce n'étaient pas des guerres de bannières, c'étaient des chasses, et Bran était le loup de tête. Certaines légendes racontent qu'il marche encore, qu'il a quitté la Fang sans un mot, qu'il erre parmi les étoiles à la recherche de quelque chose qu'il a perdu, son ancienne armure marquée par le gel, ses yeux toujours éclairés par ce feu ancien. Personne ne peut le dire avec certitude, mais de temps en temps, un monde mourant parle d'un guerrier venu avec la neige, qui a combattu comme une tempête, qui a disparu avant l'aube. Dans un chapitre façonné par le feu et la glace, Bran Redmaw se démarque. Non pas parce qu'il revendiquait la grandeur, mais parce qu'il ne le faisait pas. Il portait une malédiction et l'empêchait de briser les autres. Il ne dirigeait pas avec sa voix, mais avec ses actes. Il rappelait à ses frères que même dans un monde régi par la force, la peur existe. Et que faire face à cette peur en silence est une forme de courage. Son histoire est comme la brume, difficile à saisir, facile à manquer, mais elle persiste. En nous éloignant de ses traces, nous avançons vers un silence plus profond, vers un endroit où les souvenirs s'estompent et où les noms sont effacés volontairement. Ou même parmi les Astartes, certaines légendes sont enfouies si profondément que seules les ombres s'en souviennent. Dans chaque forteresse de l'Adeptus Astartes, il existe des lieux où les histoires prennent vie. De longues salles remplies de statues, des murs recouverts de bannières, des parchemins conservés dans des vitrines, racontant les victoires de 1000 mondes. Ce sont les salles des héros. Des noms gravés dans la pierre, des visages figés dans le métal, des chants parfois encore entonnés d'une voix grave par ceux qui s'en souviennent. Mais même dans ces espaces grandioses, il y a des lacunes. Certains piédestaux sont vides, certains noms ont été omis. Il y a des endroits où la lumière tombe, mais où rien ne vient la capter. Si vous marchez assez lentement, vous remarquerez peut-être une tendance. Certains noms sont répétés trop souvent, d'autres sont complètement absents. Ce n'est pas toujours un hasard. Dans l'Imperium, le silence n'est pas toujours l'absence de mémoire. Parfois, il est délibéré. Il est facile de penser que les Astartes sont immuables. Des guerriers moulés dans l'acier, chaque pas enregistré, chaque exploit mémorisé. Mais la vérité est plus douce. Beaucoup d'entre eux disparaissent. Pas à cause de la mort, mais des pages. Des histoires trop étranges. Des destins trop proches de la honte. Parfois, ceux qui comptent le plus sont ceux dont on n'entend jamais parler. Si vous cherchez bien, vous trouverez des indices. Un journal de bataille avec un espace vide. Un registre de chapitres où un nom manque. Une victoire remportée par personne. Ce sont les signes des oubliés. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que leur vérité ne correspondait pas à l'histoire que l'Imperium avait choisi de raconter. Parmi ces ombres se trouvent des guerriers comme Loken, Ardias et Redmaw. Des hommes qui sont restés fermes quand les autres ont détourné le regard. Ils ne se sont pas hissés au pouvoir. Ils n'ont pas demandé qu'on chante leurs louanges. Leurs histoires ont vécu dans des actes discrets. Un bouclier levé au bon moment. Un choix fait quand personne d'autre n'osait le faire. Ils ont façonné l'histoire d'une manière que les archives ne montreront jamais. Dans certains cas, leurs noms ont été perdus avec le temps. Dans d'autres, ils ont été soigneusement effacés. L'Imperium repose sur le contrôle. Pas seulement celui des corps et des armes, mais aussi celui des histoires. Ce dont on se souvient façonne ce que l'on croit. Et ce que l'on croit permet à la grande machine de continuer à tourner. Mais la mémoire ne suit pas toujours les règles. Il existe de vieux serviteurs qui murmurent encore des noms depuis longtemps effacés.
Des signaux vocaux dérivent dans le vide, répétant sans cesse la même phrase. Des Astartes se tiennent devant des murs blancs, les yeux fixés sur quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Ces petits échos parlent de quelque chose de plus profond. Même lorsqu'un nom est perdu, le poids de ses actes demeure. On le sent dans le silence qui s'installe dans certaines salles, dans la tranquillité qui envahit les guerriers lorsqu'on évoque certaines campagnes. Ils n'expliquent de rien. Ils n'en ont pas besoin. Le silence lui-même porte la vérité. Il y avait quelqu'un. Ils comptaient. Ils sont partis. Certains chapitres possèdent des salles secrètes, pas pour vénérer, pas pour louer, mais pour se souvenir sans mots. Une salle avec une seule lame accrochée au mur, une armure brisée, un nom à moitié gravé et jamais terminé. Ces lieux ne sont pas ouverts à tous, mais ils existent de bel et bien. Ils sont la dernière lueur d'espoir pour ceux qui ont fait ce qu'il fallait faire, puis se sont retirés. Ce n'est pas la tristesse qui emplit ces espaces. C'est autre chose. Une force tranquille, un calme qui dit que tous les héros n'ont pas besoin d'une couronne. Certains portent seuls leur fardeau. Certains font des choix que personne d'autre ne ferait. Ils se tiennent dans l'ombre pour que les autres puissent marcher dans la lumière. L'Imperium, avec tout son bruit et ses flammes, dépend de ces quelques silencieux plus qu'il ne l'admettra jamais. Et c'est peut-être pour cela que leurs histoires sont si importantes. Ils nous rappellent que dans une galaxie où la gloire cache souvent la cruauté et où la victoire laisse souvent des ruines, il y a encore ceux qui se battent pour ce qui est juste. Pas pour une récompense, pas pour la gloire, mais parce qu'ils croient en quelque chose qui les dépasse. Pendant que vous vous reposez ici, pensez aux salles des héros, non pas comme des lieux de pierre, mais comme des espaces vivants, façonnés par la mémoire. Chaque pas silencieux dans l'obscurité, chaque nom murmuré puis oublié, contribue à leur forme. Ces ombres ne sont pas vides, elles sont pleines. Vous ne connaîtrez peut-être jamais tous leurs noms, mais vous pouvez toujours sentir leur présence. Comme le silence avant la bataille, comme le poids d'une vieille armure, comme la voix qui ne parle qu'une fois, puis disparaît. Sortons maintenant de ces ombres pour entrer dans un autre lieu, un lieu encore plus froid, un lieu plus profond, où les noms ne sont pas seulement perdus, mais cachés, non pas par le temps, mais par dessein, où même la mémoire n'est pas en sécurité. Dans la prochaine partie de notre voyage, nous commencerons à découvrir ces Astartes dont les légendes ont été enterrées pour des raisons plus sombres que le silence. L'Imperium se souvient de ses héros dans le feu et l'or. Leurs noms sont gravés dans la pierre avec révérence. Leurs bannières sont accrochées dans les salles des forteresses. Leurs effigies se dressent dans des statues plus hautes que les villes. Mais toutes les figures ne sont pas faites pour être mises en lumière. Certaines choisissent de marcher juste derrière, assez près pour voir, mais jamais assez près pour être vues. À l'époque où la galaxie s'effondrait, où le temps lui-même semblait se briser et se tordre dans le warp, l'une de ces figures se déplaçait parmi les décombres. On ne le connaissait que sous le nom de Nemean. Il portait l'armure des Dark Angels, mais rares étaient ceux qui le considéraient comme un frère. Il parlait peu, souvent pas du tout. Son regard parcourait lentement chaque pièce où il entrait, observant tout et tout le monde, mais toujours sans jugement. Il dégageait l'air de quelqu'un qui n'était pas à sa place, et pourtant, il était plus profondément ancré que quiconque ne pouvait l'imaginer. Lorsque la galaxie se divisa lors de l'hérésie d'Horus, des tempêtes warp déferlèrent comme un raz-de-marée à travers l'espace connu. Des systèmes entiers disparurent. Des flottes furent perdues. Des millions de voix furent réduites au silence, ou pire, déformées en cris éternels. Coupés de Terra, 3 primarques se retrouvèrent dans un coin de la galaxie qui n'avait plus aucun lien avec l'ancien empire. Dans ce silence, ils construisirent quelque chose appelé Imperium Secundus,
Ce n'était pas une rébellion. Pas entièrement. Gilliman, Lion L. Johnson et Sanguinius ne se faisaient pas confiance, mais ils se méfiaient encore plus du silence de Terra. Ils créèrent donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui survivrait si l'Imperium venait à disparaître. C'est à cette époque que Nemean sortit de l'ombre. Il ne s'annonça pas. Il arriva, tout simplement. Au sein des rangs des Dark Angels, il y avait toujours une place pour les serviteurs discrets chargés de missions secrètes. Nemean correspondait parfaitement à ce profil. Il travaillait comme agent, observateur, une épée qu'il ne dégainait qu'en cas de nécessité absolue. Son dossier était scellé. Ses origines étaient inconnues. Il avait l'allure d'un Calibanite, l'un des premiers fils du lion, mais personne ne pouvait le confirmer. Certains pensaient qu'il avait parcouru les forêts profondes de Caliban avant la grande croisade, qu'il avait vu les bêtes, qu'il avait parlé aux gardiens dans les bois et qu'il en était ressorti inchangé. Sous le règne de l'Imperium Secundus, Nemean était présent à presque tous les moments importants, mais son nom n'apparaît dans la plupart des archives. Il se tenait derrière le lion lors des réunions de planification. Il se tenait aux côtés de Sanguinius lors des funérailles des civils disparus. On l'a vu parler avec Rému Ventanus des Ultramarines, mais aucune parole n'a jamais été enregistrée. Il servait sans titre, sans décoration et sans hésitation. Ce qui rendait Nemean différent, ce n'était pas seulement son silence, c'était sa présence dans ce silence. Là où les autres remplissaient l'espace de mots et de plans, il le remplissait de conscience. Il remarquait ce que les autres ne voyaient pas. Lorsque la tension montait entre les primarches, il ajustait sa position. Lorsque des mensonges menaçaient d'éclater dans les salles de réception, il s'approchait, non pas pour les dénoncer, mais pour rappeler à tous la vérité. Sa présence était comme un poids subtil, pas lourd, pas menaçant, mais rassurant. Il existe quelques moments où ses actions ont été consignées dans la vérité. L'un d'eux s'est déroulé sur une lune enveloppée dans les flammes du soleil. Une secte maudite avait survécu à la tempête Warp et avait commencé à vénérer le soleil brûlant comme un dieu vivant. Les Wordbearers avaient transmis la corruption, mais les humains s'en étaient emparés. Les Dark Angels furent envoyés pour détruire le site. Nemean se porta volontaire pour y aller seul. Il descendit pendant l'éclipse. Il pénétra dans les temples de pierre, passa devant des prêcheurs en délire et n'attaqua pas avant d'avoir trouvé l'autel. Puis, sans un mot, il le détruisit. Lorsque le feu s'éteignit, il se tenait seul, la cape déchirée, les yeux rougis par la lumière. Il ne prononça qu'un seul mot à son retour. Il dit que c'était nécessaire. Un autre document mentionne son interaction avec un garçon, âgé d'à peine 12 ans, trouvé vivant seul dans les ruines d'une ville morte. Le garçon avait dessiné des symboles ou à la craie sur le sol, dont certains correspondaient à des runes interdites. Les autres Astartes voulaient te mettre fin à la vie de l'enfant. Nemean les en empêcha. Il passa 1 heure avec le garçon. On ignore ce qu'ils se dirent. À son retour, le garçon était silencieux, calme, et portait un petit talisman sculpté par Nemean lui-même. Le garçon survécut. Des années plus tard, il devint un loyaliste clé dans une zone de guerre où aucun renfort n'arrivait. Ses actions ne semblaient qu'au pas grandioses. Ce n'étaient pas des victoires mesurées en villes conquises ou en ennemis tués, mais elles étaient mûrement réfléchies. Chaque acte, chaque choix, poussait un peu plus le poids de la galaxie vers l'espoir, ou du moins vers la stabilité. Même les primarques finirent par lui faire confiance. Le lion, en particulier, semblait compter sur lui dans les moments où la logique ne permettait pas d'apporter la paix. Lorsque la certitude de Gilliman se heurtait à la tristesse de Sanguinius, c'était Nemean qui s'interposait entre eux. Il ne choisissait pas de camp. Il se contentait d'écouter. Et en écoutant, il leur donnait de l'espace pour respirer. Mais Nemean n'était pas sans sacrifice.
Le fardeau de savoir ce que les autres ne pouvaient les pas porter change un homme. Dans les coins tranquilles de sa chambre, il restait assis pendant des heures sans bouger. Il regardait des cartes de Caliban, même si la planète n'existait plus. Il tenait un livre en cuir usé sans titre, dont il ne tournait jamais les pages devant les autres. Ceux qui restaient trop longtemps près de lui rapportaient ensuite des rêves. Des rêves de forêt, de vieilles tours et d'un murmure qui ressemblait à un regret. Il y avait des théories, que Néméane était un ancien chevalier de Caliban, qu'il avait autrefois servi Luther, qu'il avait été condamné à mort et épargné par le lion lui-même. La vérité n'a jamais été révélée, peut-être même pas à Néméane. Alors que l'Imperium Secundus touchait à sa fin et que la tempête commençait à se calmer, Néméane disparut. Il se tenait à côté du lion, puis l'instant d'après, il n'était plus là. Aucun rapport, aucun adieu. Seul un message scellé laissé sur sa couchette. Le message fut détruit sur ordre du grand maître. Son contenu reste inconnu. Certains pensent qu'il est parti chasser les déchus bien avant que le lion ne l'ordonne. Qu'il s'est aventuré dans le warp en sachant parfaitement ce qu'il risquait. Qu'il a choisi l'exil pour que les autres puissent revenir les mains propres. D'autres affirment qu'il n'est jamais parti, qu'il veille toujours là où l'histoire se tord et se brise, que son armure a changé, mais pas son objectif. Le mystère de Néméane ne réside pas dans qui il était, mais dans ce qu'il représentait. Il incarnait quelque chose de calme et de stable à une époque marquée par la rage et la panique. Il n'a pas agi pour s'emparer du pouvoir, mais pour protéger quelque chose de fragile au cœur de la tempête. Peut-être la mémoire, peut-être l'honneur, peut-être simplement l'idée que certaines vérités méritent d'être préservées, même si cela coûte tout. Son histoire nous rappelle que l'Imperium n'a pas été bâti uniquement par le bruit. Tous les héros n'ont pas rugi à travers les étoiles. Certains ont marché prudemment dans l'obscurité, sans jamais laisser d'empreinte, mais en gardant toujours le chemin ouvert derrière eux. Alors que nous nous éloignons maintenant du chemin obscur de Néméane, nous emportons avec nous le sentiment d'une mission silencieuse. Tous les guerriers ne sont pas destinés à être connus par leur nom. Certains sont destinés à devenir le silence entre les histoires, le souffle régulier entre les mots. Et c'est dans cet espace qu'ils continuent de vivre. Il y a quelque chose dans la tristesse qui persiste plus longtemps que la joie. Elle s'installe plus profondément, comme la poussière dans les coins où la lumière ne pénètre pas. Les lamentaires portaient cette tristesse, non pas comme une faiblesse, mais comme une sorte de force. Leur armure était en or, brillante et magnifique, mais sur chaque plaque pectorale, une larme rouge était gravée comme leur marque. Ce n'était pas un signe de défaite, c'était une promesse, un message qui disait qu'ils ressentiraient chaque perte et qu'ils continueraient à se battre malgré tout. Alajos n'était pas un leader à l'origine. Il s'est élevé lentement, non par ambition, mais parce que ceux qui l'entouraient tombaient. Son escouade était connue pour opérer loin derrière les lignes ennemies. Elle n'était ni tape à l'œil, ni bruyante. Ses missions étaient discrètes, chirurgicales et souvent oubliées. Pourtant, dans chacune d'elles, Alajos était le dernier à partir. Il s'assurait que personne n'était laissé derrière. Sa présence devint un soutien pour les autres. Non pas parce qu'il criait des ordres ou prenait des positions audacieuses, mais parce qu'il restait calme lorsque tout s'écroulait. Au début de la guerre de Badab, alors que les loyautés s'estompaient et que les ordres changeaient d'heure en heure, le calme d'Alajos devint vital. Les Lamenteurs s'étaient rangés du côté des Astral Claws, convaincus qu'ils défendaient leur honneur contre un ordre injuste. Mais la vérité se révéla sous leurs yeux. Les Astral Claws avaient bien changé. Leur chef parlait de fierté plutôt que de devoir, de pouvoir plutôt que de sacrifice. Et Alajos sentit que quelque chose n'allait pas.
Il a commencé à prendre des notes discrètes sur les actions de son chapitre. Où ils étaient envoyés, qui donnait les ordres, non pas pour trahir ses frères, mais pour comprendre pourquoi tout cela lui semblait faux. Il a continué à se battre. Il a continué à obéir aux ordres. Mais dans son cœur, quelque chose l'attendait. L'espoir que peut-être il verrait le précipice avant de faire le pas. Alors que la guerre touchait à sa fin, les lamenteurs se virent offrir la reddition. Brisés et ensanglantés, ils acceptèrent. L'impérium leur offrait une chance de rédemption. Mais cela avait un prix. Ils seraient envoyés aux confins de l'espace pour une croisade centenaire, sans soutien, sans accueil, sans retour, à moins de le mériter. Pour beaucoup, c'était l'exil. Pour Alaios, c'était le seul choix qui restait. Il aida à rassembler les blessés. Il marcha dans les couloirs endommagés et répara les armures brisées. Il parla aux jeunes, ceux qui étaient trop nouveaux pour se souvenir des raisons pour lesquelles ils avaient combattu. Il leur dit de se souvenir de leur chagrin, de ne pas le cacher, que la douleur qu'ils ressentaient n'était pas une malédiction, mais un avertissement, un rappel de ne jamais oublier qui ils étaient, ni ce qu'ils avaient failli devenir. Lorsque la flotte quitta l'espace connu, Alajos se tenait sur le pont de commandement de l'un des vaisseaux. Il regardait les étoiles qui devenaient chaque jour plus étranges et plus froides. Les lamenteurs ne se plaignaient pas. Ils s'adaptaient tout simplement. Ils combattirent dans les tyrannides, les pirates corrompus par le warp et des horreurs sans nom. Des planètes qui saignaient au moindre contact, des machines qui hurlaient lorsqu'elles étaient mises en marche. Il n'y avait ni gloire, ni louange, et parfois même aucune raison claire. Mais ils se battaient, parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Alajos devint connu dans les mondes lointains comme celui qui menait les guerriers dorés aux yeux de pierre. Les gens ne se souvenaient pas toujours de son nom, mais ils se souvenaient de sa posture. Immobile, même dans le feu. Toujours vigilant, toujours prêt à avancer quand les autres vacillaient. Il y avait une planète, sans nom sur la plupart des cartes, où une flotte ruche a frappé sans avertissement. La population était peu nombreuse, dispersée dans des tours construites en verre noir à la surface. L'appel à l'aide est resté sans réponse de la part de l'Imperium. Seuls les lamenteurs l'ont entendu. Seul Alajos a répondu. Ses forces étaient peu nombreuses. Les provisions étaient presque épuisées. Mais ils ont débarqué quand même. Il a mené la défense de ce monde, avec pour seules armes son instinct et sa volonté. Cela n'a pas suffi pour gagner. Ils n'ont pas pu sauver les tours, mais ils ont maintenu les lignes d'évacuation ouvertes assez longtemps pour permettre à des milliers de personnes de s'échapper. À la fin, il se tenait seul à la dernière porte, tenant la ligne, tandis que les vaisseaux décollaient derrière lui. Il ne s'attendait pas à survivre. Et pourtant il survécut. Un navire marchand qui passait par là le trouva plus tard, debout en silence, regardant le ciel brûlé. Son armure était noircie, son épée brisée, sa voix presque éteinte. Mais son cœur battait encore, et cela suffisait. Il ne parla jamais de ce jour-là. Quand on lui posait des questions, il se contentait d'acquiescer et de répondre que le monde avait besoin d'être sauvé. C'était tout. Parmi les lamenteurs qui errent encore, Alajos est devenu plus qu'un symbole. Il est devenu l'incarnation de ce qu'il voulait être. Des guerriers qui portaient leur chagrin avec dignité, qui n'abandonnaient jamais, même lorsque la galaxie les poussait dans leur dernier retranchement. Ils peignaient son symbole sur leur capsule de sauvetage et gravaient son nom en minuscules lettres sur la coque de leur vaisseau. Ils ne le vénéraient pas. Ils se souvenaient de lui. Il vécut plus longtemps que la plupart ne l'auraient cru possible. Ses cheveux devinrent argentés, ses mains ralentirent, mais ses yeux ne perdirent jamais leur calme. Il forma d'autres guerriers, toujours dans le silence, observant, corrigeant.
les laissant trouver leur propre chemin à travers la douleur. Sa dernière mission l'a conduit au cœur d'une région où le temps s'écoulait étrangement. Une tempête de distorsion avait ouvert une grappe de colonies humaines perdues. Quelque chose d'ancien et d'affamé s'y déplaçait. Alajos s'est porté volontaire pour mener la riposte. Ses commandants lui ont dit de se reposer. Il a refusé. Il partit avec une petite troupe. Seule la moitié revint. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais une semaine après la fin de la tempête, un signal radio a atteint l'une des tours de guet extérieures. Il ne contenait aucune voix, seulement un signal faible. Un code connu uniquement des lamentaires. Un code qui signifiait que la mission avait réussi. D'une certaine manière, il savait qu'il était mort. Mais il savait aussi qu'il avait accompli sa mission. Au cours des années qui suivirent, son nom continua de circuler parmi les lamentaires comme un courant silencieux. Les guerriers laissaient de petites traces dans les ruines, une larme peinte, une ligne d'un ancien serment, un mot gravé dans la pierre, là où personne ne pouvait le voir. Alajos. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il n'avait jamais abandonné. Même lorsque la galaxie n'offrait que du chagrin, même lorsque le reste de l'Imperium avait oublié leur existence, même lorsque la seule récompense était le silence. Il est resté fidèle à lui-même, une lame qui pleurait, mais qui ne se brisait jamais. Alors que nous quittons sa mémoire pour passer à l'histoire suivante, nous portons le poids de son calme. Sa voix appartient désormais au vent qui souffle entre les chapitres, au souffle qui suit la douleur, au battement régulier des pas qui continuent d'avancer même lorsque le chemin est difficile. Holguin se déplaçait dans la galaxie selon un schéma précis. Il ne suivait ni carte stellaire, ni itinéraire prédéfini, mais son instinct, qui avec le temps était devenu plus qu'une simple compétence. Il pouvait sentir les chemins que les autres ne voyaient pas. Il lui suffisait d'un regard sur un mur brisé pour savoir dans quelle direction l'ennemi était parti. Ce n'était ni de la magie, ni un don. C'était le résultat d'années passées à observer le même type d'homme sombrer dans le même type de ruine. Une fois que vous compreniez comment quelqu'un s'effondrait, vous pouviez retracer le chemin qu'il laissait derrière lui. Les déchus avaient de nombreux visages. Certains étaient déformés par le regret. D'autres étaient froids et fiers, trop loin pour revenir en arrière. Mais Holguin cherchait toujours quelque chose dans leurs yeux. Cette lueur qui pouvait signifier que leur âme était encore intacte. Il ne croyait pas que tous les traîtres méritaient la mort, mais il croyait que chacun d'entre eux devait répondre de ses actes. Et il croyait que c'était son devoir d'être là quand cette réponse arriverait. La chambre personnelle de Holguin à bord du Roc était petite. Il n'y gardait que le strict nécessaire. Pas de décoration, pas de trophée, juste une bannière pliée, une petite lampe et une boîte contenant des tablettes de données verrouillées par son propre code. Sur l'un des murs se trouvait une armoire scellée. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Certains pensaient qu'elle renfermait une liste de noms. Pas les noms des Fallen qu'il traquait, mais ceux de ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Des noms qu'il portait, non pas comme un fardeau, mais comme une promesse. Parfois, un nouveau cavalier Ravenwing était envoyé vers lui pour qu'il le guide. Ces guerriers s'attendaient à des exercices d'entraînement ou à de longs discours. Au lieu de cela, Holguin leur remettait un parchemin scellé. Sur celui-ci figurait un seul nom et une série de coordonnées. Leur mission consistait à observer. Pas de contact, pas d'armes, juste observer. Certains revenaient beau changer, d'autres ne revenaient eux jamais. Mais chacun d'entre eux comprenait alors le poids du silence. Les Ravenwing n'étaient pas seulement synonymes de vitesse et de feu. Ils incarnaient la patience, le contrôle, l'art de ne pas agir avant que le moment ne le demande. Il passa une fois un an en silence, à bord d'un vaisseau de patrouille dans l'espace lointain. L'équipage devint inquiet.
Il n'avait jamais vu un Astarte aussi silencieux pendant aussi longtemps. Mais avec le temps, ils commencèrent à s'adapter. Ils parlaient moins. Leurs mouvements ralentirent. Le vaisseau semblait suivre le rythme de Holguin. Lorsqu'il finit par parler, ce fut pour donner un seul avertissement concernant un vaisseau dérivant à la limite de la portée des capteurs. Ces mots étaient en calme. L'équipage changea de cap. Quelques jours plus tard, ils apprirent que le vaisseau avait disparu dans une explosion warp. Holguin ne dit plus un mot pendant le reste du voyage. Il était comme ça. Pas seulement silencieux, mais d'une manière qui poussait les autres à réfléchir. Même les autres Astartes, endurcis par la guerre et des siècles de combat, sentaient la différence dans l'atmosphère qui l'entourait. Il n'était pas froid. Il n'imposait pas le respect par la force. C'était le genre de respect que l'on éprouve quand on sait que quelqu'un a donné plus de lui-même qu'il ne pourra jamais l'expliquer. Lorsque les déchus étaient se retrouver et capturés, Holguin demandait souvent à leur parler en privé. Ces conversations n'étaient jamais enregistrées. Il s'asseyait en face d'eux, le casque retiré, le regard fixe. Certains déchus refusaient de croiser son regard, d'autres s'effondraient. Quelques-uns tentaient de le frapper, mais il ne levait jamais la main. Il écoutait, puis il se levait. Et ce qui se passait ensuite était toujours différent. Certains ont été renvoyés enchaînés, d'autres ne revinrent jamais. Et certains avaient tout simplement disparu, comme si leur présence avait été effacée, comme un mot rayé sur une pierre. Les grands maîtres l'ont permis parce qu'ils lui faisaient confiance. Holguin comprenait la ligne qu'il suivait, la honte qui s'était enracinée profondément dans le cœur de leur chapitre. Il la portait, mais il ne la laissait pas l'empoisonner. Il la tenait comme un artisan tient son outil. Il l'utilisait pour façonner de meilleurs choix, un avenir meilleur. Il n'a jamais laissé le passé devenir une excuse, seulement une raison. Une fois, longtemps après sa dernière mission officielle, Holguin fut aperçu par un éclaireur solitaire près du bord d'une brèche spatiale. Le vaisseau de l'éclaireur était endommagé. Les étoiles se déplaçaient. Le temps et la gravité se déformaient. Et là, à travers la distorsion, se trouvait un motard en armure noire, roulant à travers un tronçon de roche brisée. Il leva les yeux une fois, puis il disparut dans la tempête. Cet éclaireur survécut. Il retourna dans son chapitre avec des récits invraisemblables et pleins de confusion. Mais sa mission avait réussi, même si, selon toute logique, elle aurait dû échouer. Il dit que c'était le cavalier qui l'avait guidé. Un fantôme peut-être, ou autre chose. Il prononça le nom de Holguin sans jamais l'avoir lu. De retour dans les couloirs du rocher, certains croient que Holguin n'est jamais parti, que quelque part dans les niveaux inférieurs, au-delà des portes scellées, au-delà même des couloirs du cercle intérieur, il se déplace toujours, observant, écoutant, attendant le moment où l'on aura à nouveau besoin de lui. Il ne reviendra peut-être jamais sous la forme d'un nom sur une liste, mais les Ravenwing le savent. Ils sentent sa présence lorsqu'il s'approche de quelque chose d'ancien et de sombre, lorsqu'il chevauche sans crainte dans une tempête, lorsque l'air semble s'épaissir juste avant une décision importante. Son souvenir ne se transmet pas par le son, mais par l'instinct, pas par des histoires, mais par le silence. Ce qui distingue Holguin, même aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de missions qu'il a accomplies, ni les traîtres qu'il a démasqués ou les serments qu'il a tenus. C'est l'espace qu'il a laissé derrière lui. Une forme sculptée dans le silence. Un rappel que certains guerriers n'ont pas besoin d'éloges. Ils ne s'élèvent pas par leur discours. Ils s'élèvent par leur constance, en portant le poids de l'insupportable sans demander à personne d'autre de le ressentir. Et lorsqu'il s'est finalement retiré, s'il l'a vraiment fait, il l'a fait de la même manière qu'il a vécu, avec détermination, dans le silence, sans regret. Maintenant,
Alors que cette partie de notre histoire se termine, nous ne levons pas de bannière, nous ne marquons pas de tombe, nous laissons le silence parler, nous laissons l'ombre bouger, nous laissons le nom s'évanouir dans la mémoire comme une bougie qui se consume dans le vent. Pas perdu, seulement en repos. Et lorsque les Ravenwing chevaucheront à nouveau, comme ils le feront toujours, quelqu'un sentira peut-être une main ferme sur son épaule. Pas physiquement, pas vocalement, juste une présence, un souvenir, que Holguin veille toujours et se souvient toujours. Dans les recoins les plus profonds de la galaxie, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il dérive, doux et lent, comme de la poussière dans la lumière. Ici, les choses ne disparaissent pas d'un seul coup. Elles cessent simplement d'être visibles. Un vaisseau flotte juste au-delà de la portée des signaux. Une forteresse devient silencieuse. Un guerrier ne répond pas à l'appel. Puis, le silence s'installe sur eux comme une chute de neige. Doux, lent et immanquable. L'Imperium ne regarde pas souvent en arrière. Son chemin est tout tracé, toujours vers l'avant, écrasant tout ce qui ne suit pas le rythme. Mais dans les fissures de cette marche sans fin, des noms s'échappent. Ils étaient autrefois criés à travers les lignes de communication, gravés sur les bolters, chuchotés entre frères d'armes avant le déploiement. Puis, ils disparaissent. Au début, quelqu'un remarque leur absence. Un serf dans l'armurerie se demande pourquoi un râtelier contient une lame de moins. Un tech-prêtre trouve un serviteur s'occupant d'une pièce qui n'a plus de propriétaire. Un dossier est sorti pour être examiné, mais les données sont vides. La mémoire s'estompe non pas par accident, mais parce que quelque chose le veut ainsi. Quelque chose qui connaît le pouvoir de la vérité oubliée. Certains de ces guerriers disparus ont été envoyés en mission qui n'auraient jamais dû exister. Des ordres secrets, émis par de hauts seigneurs, dont les noms ont également disparu. Ils ont marché dans des tempêtes warp qui n'avaient jamais été cartographiées. Ils sont montés à bord de vaisseaux qui sont revenus vides. Pas détruits, pas naufragés, juste vides. Aucun signe de violence, aucun signe d'eux. D'autres ont vécu et sont morts aux côtés d'alliés qui n'ont jamais connu leur nom. Ils se sont battus sans blason ni couleur. Leur armure était propre. Ils avaient les prêté serment en privé. Ils ne parlaient que lorsque c'était nécessaire. Ils n'écrivaient pas. Ils agissaient, puis disparaissaient. Certains d'entre eux ont survécu à de nombreuses guerres de cette manière. Un guerrier a combattu aux côtés de 5 chapitres pendant 5 décennies, mais aucun ne le revendique. Les archives ne mentionnent sa présence que dans des rapports fragmentaires. Une silhouette grande, silencieuse, habile, sans nom. Dans les archives du Librarium, on murmure que certains guerriers portaient délibérément une héraldique erronée. Ils arboraient les symboles de chapitres tombés au combat afin de ne jamais être interrogés. Ainsi, s'ils étaient repérés, ils seraient renvoyés. Trop vieux, trop brisés, issus d'un chapitre considéré comme éteint. Leur présence devint un outil. Ils devinrent des mythes avant même de mourir. Parmi eux se trouvait un Space Marine, autrefois affecté à un monde mort, où les plantes pouvaient crier. Son nom a été effacé de tous les registres de mission. Pourtant, un enfant de ce monde a peint son armure en rouge et noir sur la paroi d'une grotte, où elle est toujours intacte après des décennies. Il a sauvé ce village. Les gens s'en souviennent. L'Imperium, non. Il existe d'anciens terrains d'entraînement abandonnés par des chapitres qui ont déménagé ou ont été anéantis. Dans l'un de ces endroits, on trouve parfois une seule série d'empreintes fraîches dans la poussière. Aucun vaisseau n'a été repéré à cet endroit. Aucune ration n'a été consommée. Mais tous les quelques années, l'un des nouveaux éclaireurs parle d'un guerrier qui corrige leur posture pendant les exercices de combat. Un homme qui ne dit rien. Il ajuste simplement leur visée et disparaît à nouveau. Personne ne le voit arriver. Personne ne le voit partir. Il n'apparaît jamais sur les registres.
Il y a des raisons pour lesquelles l'Imperium enterre ces histoires. Des raisons qui vont au-delà de la peur ou de la honte. Dans une galaxie peuplée de monstres, la foi doit être simple. Elle ne peut pas contenir trop de questions. Si le peuple savait combien de guerres ont été sauvées par ceux qui ont désobéi aux ordres, qui se sont démarqués, qui ne sont jamais revenus dans leur chapitre, cela pourrait faire s'effondrer le système. C'est pourquoi ces vies ne sont pas effacées avec haine. Elles sont mises de côté avec soin, gardées à l'écart comme un fragment de lumière qui ne doit pas briller trop loin. Mais elles sont toujours présentes. Les Tech-Marines remarquent de vieilles pièces d'armure qui ne correspondent à aucune marque actuelle. Un casque dont la forme n'a pas été utilisée depuis 5000 ans. Toujours poli. Encore chaud au toucher. Les chapelains se réveillent troués parfois, en prononçant des noms qu'ils n'ont jamais appris. Des noms qui ne laissent aucune trace dans les archives. Les frères d'armes s'interrompent parfois au milieu de leurs prières et sentent portant quelque chose près d'eux. Une présence sans forme, qui observe, qui protège. Des vaisseaux dérivant entre les étoiles ont entendu des messages codés provenant de canaux de communication Vox endommagés. La voix ressemble à du gravier et au temps. Elle donne des coordonnées. Le signal est coupé avant que l'origine puisse être localisée. Mais lorsque ces coordonnées sont atteintes, on trouve souvent des survivants. Des flottes que l'on croyait perdues sont sauvées. Des colons sont ramenés de l'autre côté. Et personne n'est là pour revendiquer cet acte. C'est comme si ces guerriers disparus continuaient à servir. Pas dans la vie peut-être, mais dans la mémoire qui refuse de s'effacer. Une mémoire qui se plie à travers l'espace et conserve sa forme juste assez longtemps pour sauver quelqu'un avant de disparaître à nouveau. Certains disent que l'empereur les connaît tous, que dans son esprit brillant, enfermé dans le silence de son trône doré, il se souvient de chacun d'entre eux, que dans ses rêves, si on peut encore les appeler ainsi, il marche parmi eux. Ces héros silencieux, ces anonymes, ils ne s'agenouillent pas, ils ne parlent pas, ils se contentent d'acquiescer, et il leur rend leur salut. D'autres croient que ces guerriers deviennent quelque chose de plus après leur disparition. Pas des esprits, mais des ombres d'intention. Que leur dernier acte a été si fort qu'il a laissé une empreinte dans la réalité. Une empreinte qui guide un projectile, qui stabilise une lame, qui aide un éclaireur solitaire à trouver la bonne grotte. Ce ne sont pas des pouvoirs, ce ne sont pas des miracles. C'est le dernier souffle d'un nom qui comptait, résonnant une dernière fois. Dans la salle des échos, sous le rocher, où les Dark Angels gardent leurs secrets les plus anciens, il y aurait un couloir scellé. Pas de lumière, pas de garde, seulement le silence. Certains disent que c'est là que ces histoires reposent. Pas sous forme de mots, pas sur des plaques, mais dans les sentiments, dans l'air qui a le goût du souvenir, dans les murs qui renferment quelque chose de plus lourd que la pierre. Alors que nous quittons ce chemin, souvenez-vous que tous les guerriers n'ont pas besoin d'être vus. Tous les noms n'ont pas besoin d'être prononcés pour avoir de l'importance. Ceux qui disparaissent ne s'éteignent pas dans l'échec. Ils s'éteignent dans un but. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, puis ont laissé leur place dans l'histoire. Et ce faisant, ils sont devenus quelque chose de plus grand. Pas une légende, pas un fantôme, juste une présence, douce, silencieuse, durable. Alors laissez vos pensées vagabonder comme les leurs. Laissez le silence vous envelopper. Laissez le souvenir s'installer non pas dans votre esprit, mais dans le calme qui précède le repos. Dans l'obscurité entre les étoiles, où les histoires se transforment en échos, certaines voix persistent. Et maintenant, vous les avez entendues, vous aussi. Même maintenant, même ici.